Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Ce matin, je vais à la rencontre de Elodie Emo, présidente de l'association Les Cercles de Parents, et je suis ravi de l'accueillir sur le podcast Parlons de votre mental. Salut Elodie. Salut, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast, je suis ravie. Bah moi aussi. Écoute, je suis ravi de t'accueillir, je suis ravi d'orienter un petit peu les questions du mental en lien un petit peu avec ton activité. Donc il y a toi, ton parcours, tout ça. Mais il y a aussi l'activité que tu mènes, notamment dans l'accompagnement des parents, où je pense que du coup la dimension mentale et santé mentale vécue par ces difficultés de parents peuvent être hyper intéressantes à faire un petit peu remonter et à écouter, en tout cas à partager avec les auditeurs et les auditrices du podcast. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a vraiment 2 angles différents qu'on va redétailler, je pense, avec les questions que tu vas me poser. Alors, est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter, Elodie? Alors oui, donc j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants de 6 et 5 ans. Je le précise que ça a son intérêt dans évidemment mon parcours professionnel. Donc je suis infirmière puéricultrice de formation. Donc j'ai fait 3 ans d'école d'infirmière et 1 année de spécialisation vraiment avec les enfants de la naissance aux 18 ans. J'ai travaillé à l'hôpital en maternité et en néonatologie, là où on accueille les enfants prématurés. Et puis de Normandie, je suis partie en région parisienne où j'ai travaillé 8 ans en protection maternelle et infantile. Donc où je soutenais déjà quand même les jeunes parents et leurs bébés, où je les accompagnais, où je les conseillais. Et puis je m'occupais aussi de ce qu'on appelle les assistantes maternelles. Et je m'occupais de délivrer avec le département les agréments et de vérifier si tout était conforme pour l'accueil d'enfants. Et là-bas, donc j'ai fait des diplômes universitaires encore pour me spécialiser, donc en psychopathologie du bébé, en psychisme et périnatalité. Et puis hop, je suis descendue encore un peu au sud et je suis arrivée à Dijon, où je suis devenue chargée de formation. Donc là maintenant, depuis maintenant 6 ou 7 ans, je forme les professionnels à temps partiel, mais je forme les professionnels de la petite enfance pour leur transmettre justement les bonnes connaissances et les bons éléments pour prendre soin des enfants. Et en parallèle, donc il y a 3 ans maintenant, j'ai répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé pour fonder les cercles de parents parce qu'il y avait vraiment un véritable trou dans l'offre de soins. En fait, quand on vient d'avoir un enfant, on est très suivi pendant la grossesse, les tout premiers mois par la sage-femme, et puis après ça devient plus compliqué. Il y a le pédiatre qui fait les suivis vaccinaux, les suivis médicaux, mais qui n'a pas toujours le temps d'aller balayer tous les questionnements qu'on peut avoir, un peu paramédicaux, un peu psychosociaux.
Et donc, j'ai fondé les cercles de parents pour ça et je l'ai déployé, en fait, dans 17 départements aujourd'hui en France parce que je suis aussi cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice. Et donc, cette profession, c'est une profession à 98% féminine, un peu mal connue du grand public et où on fait beaucoup d'actions de communication pour expliquer à quoi sert cette profession et en quoi ça peut améliorer justement le bien-être psychique et mental des parents, mais aussi des enfants. Bah, tout un engagement dans le domaine de la parentalité avec beaucoup d'actions et bah, c'est chouette, c'est un espace bienveillant, je trouve, où bah, les jeunes et les parents peuvent échanger, trouver des réponses à leurs questions, donc ça c'est chouette. Tout à fait. Et ce que j'ai oublié de préciser dans mon engagement un peu associatif, c'est que il y a plein de choses un peu qui viennent se corréler à tout ça parce que tout est lié. Je suis aussi secrétaire générale donc de l'association AVI, Action contre les violences infantiles, parce que soutenir les parents, c'est aussi protéger les enfants. Ça va vraiment de pair. Le but de cette association, c'est d'informer les professionnels par rapport à la maltraitance du bébé secoué, puisque c'est la plus mortelle, mais aussi à tout type de maltraitance infantile, de former les professionnels, de sensibiliser les parents, de créer un observatoire aussi pour avoir des chiffres précis, de mener des colloques et des actions de sensibilisation. Et donc c'est vrai que AVI, Action contre les violences infantiles, est très lié au cercle de parents et au collectif. C'est des actions où on a vraiment des valeurs communes, changer un peu la société dans laquelle on vit, pour justement, comme tu le disais si bien, avoir des actions bienveillantes qui permettent aussi d'avoir les bons outils, les bonnes clés, sortir des clichés, des idées reçues, soit en tant que parent, soit en tant que pro de santé on peut avoir, et du coup faire un peu bouger tout ça dans le bon sens, parce qu'on sait que la petite enfance c'est quand même une période clé, c'est une fenêtre d'ouverture très très importante, et après quand on regarde des problèmes secondaires, tu vois, de harcèlement scolaire, si on remonte, on se dit, est-ce qu'il y a eu de la bienveillance tout petit? Est-ce qu'il y a eu de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a eu tout ça qui a permis aux enfants aussi de se construire de la meilleure des manières? Ouais, ça d'autant que moi dans mes études aussi d'entraîneur, comme on est quand même amené aussi à pouvoir éventuellement s'occuper de tout petits pour les former dans le sport, on a aussi un peu ce bagage où on nous apprend aussi la pédagogie évolutive, de manière à vraiment valoriser la réussite, de tenir compte aussi des différentes maturités des enfants aussi, parce que tous les enfants, même s'ils ont le même âge entre guillemets sur la carte d'identité, ils n'ont pas forcément la même maturité déjà intellectuelle, motrice. Donc du coup, c'est important, même dans le sport, hein, je parle à des éducateurs sportifs, d'être aussi très bienveillant dans l'approche qu'on peut avoir et puis d'adapter finalement sa pédagogie, d'avoir une pédagogie différenciée et unique pour chaque enfant, même si c'est pas facile de le mettre en place, on le sait bien parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants, mais il faut essayer de le faire parce que chacun va progresser à sa vitesse en fonction de ses compétences de départ. Et ça, c'est important parce que du coup, moi, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, alors à la fois aussi bien chez les garçons que chez les filles, parce que dans le sport, les garçons et les filles n'apprennent pas de la même manière aussi. Les garçons sont souvent déjà dans la confrontation, ils aiment bien se mesurer les uns aux autres, alors que les petites filles, elles préfèrent être dans la coopération et elles préfèrent s'amuser avec des copines. Ça aussi, du coup, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets-là en lien avec l'enfance. Et pour revenir à la fameuse tranche 0-6 ans, c'est hyper important dans cette tranche d'âge-là, et puis on le répète souvent, les psychologues le disent, les études le disent aussi, que c'est dans cette période-là où on construit énormément de choses d'un point de vue neurologique, et qui vont construire du coup on va dire des enfants bien équilibrés psychiquement, bien dans leur basket, qui auront pas peur de plein de choses, etc., etc. Donc Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est des périodes où on acquiert la confiance en soi et on a besoin d'être beaucoup valorisé. Et comme tu le dis, chaque enfant est différent. On a tous des compétences différentes et c'est vrai que d'avoir ce regard que tu portes là sur l'enfant, c'est pas des clones. On peut pas agir de la même manière avec un tel ou un tel. Et je reviens sur ce que tu dis qui est hyper intéressant sur la coopération qu'on retrouve plus chez les filles et la compétition qu'on retrouve peut-être un peu plus chez les garçons. Moi, j'ai une fille et un garçon et c'est vrai que je l'observe aussi. Et je me dis, ça peut aussi être important, même si, la compète, ça peut, surtout dans les milieux sportifs, sûrement aider, voilà. Mais je me dis, la coopération, c'est aussi une valeur hyper noble pour la société, tu vois. Et c'est pas parce je pense que la compète, elle doit être avec soi-même.
Et peut-être on est trop sociétalement dans la compète avec les autres. Moi, je pense que la première des valeurs à offrir, c'est essaie d'être la meilleure version de toi-même. Voilà. Et parce que, mais c'est un point de vue hors sport je trouve que la compète, des fois, c'est un peu toxique, si tu veux. Pas avec soi-même, mais toujours se comparer aux autres. Parce qu'en fait, on est tous différents et on le voit après dans les sociétés même adultes. Moi, je me dis, dans les nouveaux modèles qui peuvent se mettre en place aussi dans le sport et pas dans le sport, c'est cette notion de coopération sans pour autant ne pas vouloir progresser. Je pense qu'on peut être dans une coopération tout en voulant progresser, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie sociale ou sociétale. Et c'est vrai que cette manière de voir un peu plus à l'horizontale vraiment à la verticale, ça peut être bénéfique pour tous, vraiment. Je pense qu'après la compétition, il faut la traduire d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que c'est un petit peu, si tu vas à l'école, bah forcément, à un moment donné, tu as une évaluation. Donc c'est un peu la même chose. À un moment donné, bah, la compétition, c'est une évaluation. C'est être en mesure à un instant T de montrer tous les apprentissages que tu as pu mettre en œuvre, tout le travail que tu as pu faire avant, et tu vas faire ce que tu peux, on va dire. Parce qu'il faut plutôt éduquer Ouais, voir de cette manière-là. Et puis se à la dire, compétition d'une ouais, manière positive en se disant le résultat reste le résultat, ça mais n'est pas toi. ouais, Voilà. mais ce qui est intéressant, c'est que tu donnes le maximum de toi avec tout le travail que tu as pu faire, et à la fin, ça permettra d'avoir Une un bilan, évaluation, ouais. une Ouais, évaluation, voilà. et ça permettra, bah, du coup, j'en sais rien, bah, si on est dans le sport, De bah, de dire progresser sur tel axe. à ton coach, par exemple, bah, que bah, là, bah, tout ce que tu as travaillé, c'est acquis et tu as réussi à le faire. Ça, on peut continuer encore à le travailler. Et puis, je trouve que voilà, ça, c'est important. Et dans Et je le suis sport, complètement d'accord avec toi. Moi, mes élèves, souvent, je leur dis, ça vous représente pas, mais ça représente à un moment donné la situation. Et donc, ça va permettre de dire, bah voilà, sur tel axe, faut que je bosse un peu plus. Ou bah là, j'ai pas réussi mon examen. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que je vais rebosser. Je vais peut-être passer un rattrapage, mais pour autant, je vais peut-être avoir une bien meilleure note que si j'étais passée de justesse, tu vois, au premier examen. Donc ouais, je suis entièrement d'accord avec la manière de cette évaluation, de cette mise au point un peu. ouais, puis c'est ce qui est intéressant, c'est de comment dire, je cherche le mot j'aime bien rappeler que en fait la compétition c'est un challenge, et souvent bah il faut être challengé pour avoir envie de répéter, travailler, refaire les mêmes choses. Enfin voilà, l'apprentissage de toute manière c'est répéter, donc et c'est souvent répéter les mêmes choses. Donc très souvent la compétition ça vient donner un peu du fun finalement à l'apprentissage, et ça va être un moment aussi sympa, De jeu. ouais, de jeu, et ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour pouvoir conserver sa motivation, il y a quand même deux choses et deux ingrédients qu'il faut jamais oublier, pour moi, quel que soit le domaine. C'est un, bah, le plaisir qu'on prend à pratiquer ou à faire l'activité bah, qu'on aime, et deux, avoir le sentiment qu'on progresse. Hmm. Et c'est ce qui, Plaisir et la progression. ouais, et c'est ces deux ingrédients-là qui finalement, mis bout à bout, nous permettent d'être motivés au quotidien pour continuer en fait. Hmm. Et donc ça c'est important, voilà, et de Ça, détacher ouais, ouais. Non, mais le c'est vrai, le plaisir, c'est Hum. fondamental. Mais ouais, ouais. Non, mais ça me fait hyper écho parce que je me dis dans les projets Xemen, c'est ça. C'est cette idée de ok, j'ai franchi un cap. Qu'est-ce que je fais après pour reprogresser? Et la notion de plaisir, parce qu'en fait, s'il y a pas de plaisir, la motivation, elle a quand même pas la même saveur. S'il y a pas de plaisir et qu'à un moment donné on stagne par exemple, bah forcément il y a des motivations, et très souvent c'est des causes d'arrêt des jeunes dans une activité. Hmm. Parce que ils y trouvent pas de plaisir, parce que ils voient pas les progrès qu'ils font. Voilà, enfin, on le voit. En tout cas, je pense que les auditeurs, parents ou auditrices, parents Hmm. qui nous écouteront se rendront vite compte de ça, puisque finalement les enfants, quand on les met dans des disciplines sportives, on voit bien quand ils accrochent pas. Et c'est souvent lié aussi à la personne Hmm. qui les intéresse, Hmm. 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 qui transmet sa passion, donc Hmm. forcément, bah, Ouais, le rôle modèle. Hein. Hmm. ouais, donc c'est important. Oh voilà, bon, Elodie, tu sais que le podcast, même si on a déjà bien entamé
le podcast. J'aime bien commencer par un petit portrait chinois, donc j'avais établi 5 petites questions que je voulais te poser pour du coup nous parler de toi à travers un portrait chinois. Super. Alors la première question que je souhaitais te poser, c'est donc Élodie, si tu étais un livre, quel livre serais-tu et pourquoi? Je serais L'étranger d'Albert Camus. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un livre court et que je suis très synthétique. Et j'aime cette notion de nouveauté, d'étrangeté dans un paysage qui est peut-être déjà connu et d'aller changer un petit peu. Tu vois, les normes, les codes, d'aller réinventer les choses et de se dire que on pensait que c'était impossible tant qu'on l'avait pas fait. J'aime cette idée que tout n'est pas figé, préétabli. Et donc ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé pour ça. Je l'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il est très descriptif et il fait appel beaucoup aux 5 sens. J'ai beaucoup aimé ce livre pour ces raisons-là. Et puis il y a un côté énigmatique aussi. Voilà. Donc je serais ce livre-là. Ouais. Et puis les 5 sens, il faut pas oublier de les utiliser, hein. C'est souvent ce qui nous permet de nous sortir de la panade. Exactement. Bah oui, c'est le bébé. Si je reprends un peu mon champ de compétences, le petit bébé, il naît avec 4 des 5 sens totalement développés, à part la vue. Et donc on est avant tout des êtres de relation. Et quand tu entres dans une pièce, c'est pas ta raison, ton langage ou tes capacités cognitives qui vont t'aider à faire face à la situation. C'est avant tout tes sens. Et donc oui, c'est évidemment primordial et c'est un outil de communication génial, les 5 sens. Hein. Ça nous donne beaucoup d'informations. Généralement, on en développe toujours Un plus que les autres. un plus que les autres et on navigue entre deux souvent. Il faut savoir, c'est important de connaître lequel des 5 sens on est le plus sensible. Il y a un bouquin qui permet justement d'identifier un peu son profil. Ouais, il y a ça et puis c'est important aussi pour mieux communiquer avec les autres parce qu'à partir du moment où on est en capacité d'identifier les canaux des autres, ça nous permet aussi de nous adapter à leur communication pour mieux communiquer avec eux aussi. Donc, Ouais, tout à fait. donc voilà, donc c'est c'est intéressant de le savoir en tout cas. Si tu devais être un lieu, quel lieu serais-tu et pourquoi? Je serais une prairie avec un grand chêne au milieu. Parce que ce paysage-là, ça me fait penser à une sorte de plénitude et de sérénité. Et en même temps, le chêne, ça représente la force, l'ancrage, je pense nécessaire dans la vie. Je pense que c'est important d'être vraiment aligné avec ses propres valeurs, avec son chemin de vie. Et donc, ce paysage-là, c'est le paysage qui me semble le plus apaisant pour moi, qui me semble aussi me représenter. Avec ce tronc et ces racines qui viennent se nourrir dans la terre, je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre. Mais c'est aussi important de regarder au loin, de regarder les autres, de regarder le paysage et de pas être trop auto-centré. Donc tu vois ce paysage d'une grande prairie avec ce chêne au milieu, ce serait le paysage que je choisirais. Je réponds comme ça, hein. Là, du coup, c'est pas cognitif, hein. Donc, Tu devais choisir un animal. Quel animal serais-tu? un animal, je serais un ours. Je serais un ours polaire même. Je serais un ours parce que je pense que c'est mon animal totem. J'ai jamais fait de chamanisme, mais je l'identifie comme ça. L'ours, il représente aussi bien la protection, le côté enveloppant qui pourrait me représenter, parce que j'ai un côté où j'aime protéger les autres, où j'aime prendre soin des autres. Et il a un côté aussi qui représente la justice, tu vois, qui est une des valeurs fondamentales pour moi, la loyauté, la justice, l'intégrité. Et pour moi, cet animal-là, il représente aussi tout ça, et il représente aussi quelque chose qui peut être dangereux si on vient trop l'embêter, si on vient toucher à ses petits ou si il y a quelque chose qui paraît injuste. Donc cet ours, ce serait cet animal-là. Si tu devais être un plat. Si je devais être un plat, je serais une tarte aux fraises. Je peux dire un gâteau ou faut dire un plat salé? Non, je serais une tarte aux fraises parce que j'adore le sucré, parce que les fruits pour moi c'est la joie de vivre, c'est le printemps, c'est l'été, c'est croquant, c'est voilà donc et puis ouais, c'est un côté joyeux pour moi plutôt les plats sucrés. Donc ouais, je dirais une tarte aux fraises. Et une petite dernière. Si tu devais choisir une couleur. Je dirais le vert.
C'est pas forcément ma couleur préférée, mais si je devais choisir une couleur, ce serait celle-là, parce que c'est la couleur qui symbolise l'espoir. Et je suis pleine d'espoir. Voilà, moi, ma vision des choses, c'est toujours, voilà, tu as des déceptions dans la vie, t'en as toujours. Il y a des jours où tu te lèves, tu te prends 10 portes claquées, hop, mais je vais me concentrer sur la porte qui s'ouvre. En fait, c'est ça, le fait de progresser chaque jour et qui me donne envie de progresser. Ça veut pas dire que tu changes d'humeur tu changes jamais d'humeur, qu'il y a pas des jours où tu te dis, ah, fais suer, j'ai pas réussi à ça, je suis un peu moins bien que les autres jours, mais mon mantra, mon leitmotiv, c'est de me dire, ok, tu te relèves, tu marches et tu continues d'avancer. Ne jamais s'arrêter, continuer d'avancer. Donc cette couleur, elle symbolise ça, l'espoir de toujours, le meilleur est à venir. Voilà, c'est un peu ça, cette couleur. Ok. Bah écoute, déjà merci pour ce petit portrait chinois. Alors, j'ai fait un peu différemment pour ce podcast avec toi, dans le sens où la plupart du temps, je pose des questions en lien avec la préparation mentale de l'invité, ou en tout cas sa psychologie par rapport à ce mot-là. Là, j'ai scindé en deux parties en fait. Il y a une partie qui est plus liée à toi et une partie qui est plus liée à ton activité. J'avais quelques questions à te poser en lien avec la santé mentale et la parentalité. Et je pensais que c'était important aussi d'avoir ces réponses pour moi et de l'en faire profiter aussi les auditeurs et les auditrices. Donc ma première question, c'est quelle est l'importance de la santé mentale dans la parentalité? Alors, c'est important. Déjà, ce qu'il faut resituer, c'est peut-être les chiffres. Il y a presque 20% des mères, 17% des mères qui font une dépression du postpartum et près de 10% des pères. Et encore, ces chiffres-là, ils sont minimisés. Donc en fait, quand on vient d'avoir un enfant, c'est une période de grande vulnérabilité. C'est-à-dire que t'as des enfants, tu le sais, quand on devient parent, on change, on bouge, on change de position, on n'est plus que l'enfant de quelqu'un, on devient le parent de quelqu'un d'autre et ça vient réactiver tous les mécanismes très de l'enfant qu'on a été, mais aussi des choses qu'on a pu vivre après. Et donc cette grande période de fragilité, elle se doit d'être accompagnée. Aujourd'hui, on sait que la deuxième cause de mortalité des mères maternelles en France, c'est le suicide. C'est quand même pas rien, c'est un sacré problème de santé publique. Derrière, les maladies cardiovasculaires. Et de très très peu, c'est 13 et 14%. Donc quand on sait ça, quand on sait que c'est une période de grande vulnérabilité, et qu'en plus les codes sociaux ont changé, on en parlait tout à l'heure avant le podcast, mais on ne demande plus la même chose aux parents. Avant, on leur demandait d'éduquer leurs enfants dans l'autorité, jusqu'à il y a peu 2 générations en arrière, voilà. Il y avait l'autorité parentale avec l'adulte tout en haut, l'enfant tout en bas. Jusque dans les années 70, on opérait les bébés à cœur ouvert sans anesthésie pour te resituer comment on considérait les enfants. Voilà. Ouais, ça c'est véridique, c'est hyper choquant. Tu vois, aujourd'hui, tu lèves les yeux, je vois ta tête et je me dis, mais oui, c'est horrible. Parce qu'on pensait qu'il n'avait pas de système nerveux aussi définitif que le nôtre, ce qui est totalement faux. Donc t'imagines la souffrance. Et donc on a cheminé vis-à-vis des droits de l'enfant, mais du coup ça implique aussi de cheminer vers le positionnement et les devoirs des parents. Donc il y a le fait que psychiquement c'est une période de vulnérabilité et il y a les codes sociétaux qui ont changé, ce qui fait une double injonction sur le dos des parents, plus sur les mères encore que sur les pères parce que les choses bougent, mais tu vois le congé paternité s'est allongé dernièrement en 2000, il y a 2 ans là, mais il est pas encore aussi long que celui des mères. Pour autant les pères, ils ont aussi besoin d'avoir ce temps d'appropriation et de connaissance. Donc les projets et les actions que je mène, elles sont fondamentales. Parce que si tu n'accompagnes pas les parents et que tu ne les soutiens pas dans cette période où ils ont besoin d'être coucounés, puisqu'ils sont fragiles, tu ne leur permets pas de bien porter leurs enfants. Et avec les découvertes en neurosciences et avec tous les travaux qui ont été faits par des grands chercheurs sur l'attachement, tu sais, on parlait de confiance en soi tout à l'heure. Mais en fait, si t'as pas une figure d'attachement sécure, quelqu'un qui est solide et qui peut te porter, puisqu'un bébé, c'est vulnérable. Un bébé, ça peut pas se débrouiller tout seul. C'est totalement dépendant d'un adulte. Très logiquement parlant, si t'as pas un adulte bien stable, qui peut pas tenir un bébé bien stable, ça veut dire que ton bébé, dès le début, il va être bancal. Et donc sa confiance en lui, son assise, sa découverte du monde, elle va être compliquée. Et c'est pour ça que faire des actions comme la mienne ou comme d'autres, de prévention, d'accompagnement, de soutien, on sait que c'est primordial aujourd'hui, les études le démontrent. Et donc de fait, la santé des parents et des enfants, elle est extrêmement liée dans cette période des 0-3 ans. Et ouais, mais c'est vrai, c'est important. Du coup, tu m'as fait revoyager. Bah oui, je t'ai fait te remémorer ce qu'on vit quand on devient parent. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes après qui sont complexes de nouveau. Mais cette phase, en fait, c'est la base de ta maison, si tu veux, la petite enfance. Pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, c'est nos bases de maison. Et si le plancher, il est pas stable, tout ce que tu construis après, ce sera instable.
Et donc la fenêtre d'ouverture, d'appel d'action, tant que les pouvoirs publics auront pas, enfin, il y en a certains qui ont compris, hein. Je pense à Adrien Taquet ou à d'autres, ils ont très très bien compris cette importance, mais il y a encore des gens qui le disent en communication, mais qui n'ont pas encore saisi l'aspect fondamental d'investir sur cette période-là. Parce qu'elle est déterminante pour tout le reste. Tu vois? C'est comme si je te disais, je sais pas quoi, tu commences un chantier et puis tu fais mal tes fondations. C'est évident il va y avoir des problèmes après. C'est la même chose. Ah ouais. Et puis moi ça me fait penser que tu vois dans cette période là, donc en fait il y a la période de toute manière toi en tant que com tu peux pas faire grand chose à part soutenir, mais t'as après l'accouchement cette période là où finalement tu peux faire beaucoup de choses et en fait c'est là où il faut être présent. Et moi je sais que j'ai passé tu vois je me levais souvent la nuit, l'objectif était tu vois de partager aussi les moments intenses parce que finalement tu dors moins. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au bout de 2-3 mois, aussi bien l'un que l'autre faisait les nuits. Et mais c'est important, je pense, parce que ouais, mais aujourd'hui je le vois parce que les liens que tu crées à ces moments-là, en fait, tu les retrouves aussi après. En fait, tu te rends compte que du coup on parlait de parents stables. Très clairement, en fait, les enfants identifient les parents qui sont stables et ceux qui le bien sûr. Mais tu sais que ce que tu dis, c'est scientifiquement prouvé. C'est-à-dire que quand un homme... ouais, pour l'attachement. Ouais, c'est la prise en soin, c'est les soins. De toute façon, plus tu prends en soin quelqu'un, plus tu t'y attaches. Et donc, plus le papa va prendre en soin l'enfant, plus il va vouloir le protéger, moins il sera à même d'être violent, très clairement. Et plus les liens que tu as créés, très très petits, en effet, vont se retrouver après. Par exemple, un enfant, sa première figure d'attachement, c'est celui qui se lève le plus la nuit pour lui. Tu vois? Donc, évidemment, et plus les pères prendront soin de leur enfant tout petit, plus ce sera aussi facile pour eux après, puisque les liens que tu crées avec quelqu'un, mais tu vois, pour que ce soit facilement compréhensible pour les auditeurs, tu peux le transposer si tu t'occupes, je sais pas, d'une personne âgée que tu prends beaucoup soin d'elle. Crée des liens avec cette personne. En fait, on est des êtres sociaux et on s'attache aux autres quand on crée des liens, quand on fait des choses avec eux. C'est ça. Parce que sinon, on est dans l'indifférence. Quelqu'un que tu connais pas, que tu croises dans la rue, t'es beaucoup plus indifférent que quelqu'un avec qui t'as vécu quelque chose. Oui, d'où l'importance du faire avec. Exactement. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai une autre question pour toi. Comment les cercles de parents, donc l'association dont tu t'occupes, viennent en soutien des parents en matière de santé mentale? Et alors du coup, il y a plusieurs axes, mais alors il y a cet axe de prévention, c'est-à-dire qu'on va déjà le cadre, c'est qu'on peut faire ça dans des crèches, dans des hôpitaux, dans des maternités, on se déplace, tu vois, partout il y a besoin. Et le cadre, c'est des tout petits groupes intimistes où le secret professionnel évidemment est présent, puisque c'est des professionnels de santé qui animent ça. Et le cadre qui est défini dès le départ, c'est la bienveillance et le non-jugement. Donc déjà, tu vois, tu pars sur des bases où on est dans la co-construction parentale, puisqu'on part du principe que le parent est quand même expert de son enfant. Et donc, on va s'appuyer sur ses compétences à lui pour venir lui donner des conseils, le guider. On va pas les déverser en tant que sachant. Donc déjà, on les place dans un cadre coucounant, bienveillant, où il y a à manger, où il y a à boire. Et ça, c'est très important. Et après, on va s'appuyer sur leurs récits, ce qu'ils vont venir raconter. Donc, si souvent, très très souvent, il y a des choses qui sont lourdes à porter, où il y a ce besoin d'avoir un espace de parole sécurisant pour venir déverser des choses. Donc, déverser, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, verbaliser des choses pour que ces paroles soient accueillies et avoir des guides, des ressources. Donc, au niveau de la santé mentale, il y a cet aspect très important. Parce que tu as besoin de parler, tu as besoin d'échanger avec d'autres parents, mais aussi possiblement avec un professionnel de santé, sans forcément qu'il y ait de problèmes mentaux, tu vois, je veux dire, ou qu'il y ait une dépression qui soit identifiée. Cette période de vulnérabilité nécessite un espace de parole sécuritaire pour avoir des réponses à ces questions, parce que moi, j'ai fait un master 2 l'année dernière en communication, et c'était où est-ce que les jeunes mères, puisque je me suis intéressée vraiment aux jeunes mères, vont rechercher de l'information en 2023. Elles vont sur les réseaux sociaux. Elles se sentent seules, surresponsabilisées et fatiguées. Et donc, pour avoir des confirmations de ce qu'elles pensent au niveau de leur rôle modèle parental, elles vont chercher de l'info jusqu'à temps d'obtenir confirmation. Et donc, c'est aussi ça au niveau de la santé mentale, c'est pouvoir avoir confirmation ou pas. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et tu vois, ça va venir conforter le parent dans son assise. Parfois de dire,
c'est bien, mais on pourrait aussi faire ça avec toute la bienveillance et la diplomatie qu'ont les animatrices, les infirmières puéricultrices des cercles de parents. Donc il y a tout cet aspect-là quand il n'y a pas de problème forcément identifié, mais qui se retrouve très généralement. Et puis quand tu vas avoir des problèmes identifiés, je prends la dépression du postpartum puisque c'est celui-là qu'on va retrouver principalement dans ce type d'atelier, ou le burn-out parental. Là, on va avoir un rôle aussi d'écoute, mais très important d'orientation. On va avoir un rôle d'orientation possiblement vers des psychologues. On va avoir un rôle d'orientation possiblement vers des unités mère-bébé qui prennent en soin justement les mamans, les papas et les bébés pendant cette période. Et donc, il y a plusieurs actions qui vont s'enchaîner. Mais il y a toujours d'abord ce recueil de données primordial qu'est l'écoute. Si tu n'écoutes pas, tu peux pas savoir face à quelle situation tu es, et donc tu pars dans une mauvaise direction. Donc il y a tout ce rôle d'écoute. Il y a tout ce rôle de donne des ressources, je donne des outils dont le parent va se servir. Et il y a tout ce rôle où je sensibilise, j'informe et j'oriente vers un professionnel possiblement plus adapté, parce qu'il y a des fois où les cercles des parents vont suffire, et puis il y a d'autres fois où on est hors de notre champ de compétences, et faut passer le relais et orienter. Alors, j'ai une autre question aussi qui m'était venue avant l'interview, c'est quels sont les défis spécifiques que les jeunes parents rencontrent sur le plan mental? Alors, il y en a plusieurs, ils sont nombreux. Alors, les défis psychiques, c'est je suis face à quelque chose que j'ai idéalisé, que j'ai imaginé, et maintenant je suis face à du réel. Ça, c'est le premier gros défi. C'est-à-dire, il y a l'enfant, et ça, c'est en psychanalyse, c'est très bien décrit, l'enfant imaginaire, l'enfant qu'on pense, et il est nécessaire de le penser avant qu'il arrive. Et puis, il y a ce gap. Forcément, il y a toujours un gap, il y a toujours une différence entre... C'est comme quand t'imagines une situation, tu vas à un repas, t'imagines que ça va se passer, ça se passe jamais comme t'imagines. T'as beau faire face à toutes les éventualités, ça ne se passe jamais pareil. Et un enfant, c'est ça, et en plus, c'est que il est, comme on l'a dit tout à l'heure, totalement dépendant. Et donc, cette dépendance totale va donner beaucoup de responsabilités aux parents. Et donc, t'as pas d'expérience encore. Donc, généralement, plus les femmes que les hommes, mais les parents lisent des livres, s'informent pour se préparer à ces défis-là. Sauf que tu n'apprends vraiment que par l'expérience. Donc, les livres et les bouquins, les podcasts et les films qu'on peut regarder ne donnent pas ce côté expérientiel qui te permet d'acquérir justement de nouvelles compétences. Et donc, le plus gros des défis, c'est qu'en fait, le devenir parent est un processus maturatif. Et ça, on le dit pas assez aux parents. Se surajoute à ça le fait que, on a dit bébé était dépendant, mais il est dépendant au niveau du sommeil. Il est dépendant au niveau des soins. Il est dépendant au niveau de l'alimentation, enfin de tout ça. Et donc, ils ont un défi parce que, pour un premier enfant, tu t'occupes de toi, c'est déjà une grosse charge quand t'es un jeune adulte. Là, on va te demander de t'occuper de quelqu'un H24 parfois, tu vois, sans beaucoup dormir. Et donc ça, c'est très difficile parce que déjà, c'est des nouvelles choses, des nouveaux soins, des nouveaux actes. Et en plus, physiquement, t'es souvent assez fatigué. Alors, tu disais tout à l'heure, j'ai de la chance, 2-3 mois, mes enfants faisaient leur nuit. En moyenne, un enfant sur 2 fait pas ses nuits avant 1 an. Et ça, pourquoi? Parce que c'est comme la marche. C'est pas en un claquement de doigts qu'on dort. On voit, nous, quand on a des soucis, on a des cycles qui durent 1h30, on se réveille, tous nos cycles, parce qu'on est perturbé. Les bébés, ils ont des cycles au début de 20 à 30 minutes. Ça veut dire que pour enchaîner 2 cycles, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, du coup, il faut être accompagné parfois. Il y a des bébés qui ont des facilités, d'autres un peu moins. Donc, en fait, les défis majeurs des parents, c'est apprendre à entrer en relation avec ce nouveau petit être totalement dépendant, qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en même temps, j'ai pas de notice, quoi. C'est nouveau pour moi. Tu vois, c'est comme commencer un nouveau job où t'as pas la fiche de poste. Tu te débrouilles, tu fais comme tu peux. Et donc, au fur et à mesure, tu vas apprendre. Et se surajoute à ça une grosse fatigue physique, mais aussi psychique, parce que la responsabilité d'avoir entre les mains un nouveau-né très fragile, faut pas la négliger. Ben oui, c'est sûr. Donc, ça fait beaucoup de choses, en fait. Mais je te rejoins sur mais de toute façon, il faut faire pour apprendre, de toute façon. C'est ça. Mais c'est valable pour la parentalité, en fait, et c'est valable pour beaucoup de choses. Si tu fais pas, tu apprends moins bien, quand même. Si tu regardes juste, tu apprends moins bien que si tu fais. Alors, comment on peut favoriser la bienveillance envers soi-même en tant que parent? Alors là, tu me parles à moi en tant que mère ou à moi en tant qu'infirmière puéricultrice?
Donc, c'est plus pour les parents, tu vois, qui nous écouteraient, Ouais. mais parfois on se culpabilise de pas faire bien, etc., etc., tu vois. Le meilleur des conseils que je pourrais donner, c'est de s'écouter. C'est le conseil le plus important qui soit. Que les parents soient face à des pros de santé qui ont plein de connaissances, ou des grands-pères et des grands-mères, ou des oncles et tantes qui ont déjà eu des enfants, ils ne savent pas qui est leur propre enfant. C'est-à-dire que on peut pas calquer, on peut pas projeter totalement parce que chaque enfant là est différent. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, avec des compétences, des appétences différentes, des tempéraments dès la naissance. Un bébé, il arrive pas comme un écran blanc de cinéma. Il y a déjà des choses qui sont inscrites en lui. Et les parents, bah, c'est vrai que un peu moins un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais on devenait parents un peu de manière collective. Donc il y avait ce groupe autour qui portait et qui est important. Faut tout un village pour devenir parent. Pour autant, il y a des choses que le parent, de manière intime, de manière sensorielle, va savoir. Cette petite voix intérieure dont on parle souvent. Et donc, moi, je pense que pour être bienveillant avec soi-même en tant que parent, il faut s'écouter. Ça veut pas dire balayer tous les conseils qu'on peut nous donner, mais ça veut dire d'abord s'écouter soi-même. Par exemple, si on a l'impression que il y a un truc qui va pas, tu vois, au niveau santé, il y a un truc qui va pas. Ne pas hésiter si on est face à un professionnel de santé qui ne nous écoute pas, qui prend pas en considération ça, soit de changer de pro de santé, soit d'aller un petit peu s'asseoir et de dire écoutez, là moi, j'ai repéré ça et je veux qu'on le prenne en compte. Ou si on a des conseils qui nous paraissent inadaptés, je sais pas, hein, je prends des exemples, mais maintenant quand même il y a beaucoup de parents qui savent ça, mais on va dire une personne d'une autre génération qui va dire faut pas le prendre autant dans les bras, ça va l'habituer, ceci, cela. Et le parent, lui, il sent qu'en fait le fait de lever son bébé, ça lui fait du bien. Il faut qu'il s'écoute. Et il y a plein de choses comme ça en fait où on a déjà les compétences en nous. On n'a pas toutes les compétences puisque ça s'acquiert, mais il y a des choses qui nous guident. Et donc faut pas les gommer. Voilà. Et la bienveillance envers soi-même, c'est d'abord s'écouter. Ok, bah écoute, merci. C'était les questions que j'avais envie de te poser sur sur cette partie-là. Là, j'ai envie du coup de revenir un petit peu sur Super intéressant tes questions en tout cas. la manière un petit peu du podcast habituel, hein, la manière et revenir un petit peu sur parler du mental, parler de toi, ton parcours, etc. Donc, si tu devais définir toi personnellement le mot mental, qu'on associe beaucoup actuellement à la santé mentale, tu le définirais comment? Moi, je le définirais comme la nécessité d'avoir mon mental à moi, c'est la nécessité d'avoir cet équilibre qui me permet d'avancer. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la santé mentale pour moi, elle est quand même importante pour mener des actions, mener des projets, faire bouger les choses. Et pour moi, c'est primordial aussi d'avoir une bonne connaissance de soi, très intime. Donc moi, par exemple, tu vois, j'ai aucun souci, je fais des travails psychanalytiques très réguliers parce que ça me permet d'avancer sur mon chemin de vie et de prendre soin de mon mental régulièrement, d'aller évacuer ce qui est toxique, ce qui peut me parasiter, et autant d'aller prendre conscience de mes forces et de les cultiver, quoi, hein, de les mettre en avant. Est-ce que tu as une pratique du coup personnelle? Là, tu viens de nous dire un petit peu une partie de la réponse. Comment tu entretiens ton bien-être mental et notamment ton bien-être mental en tant que présidente des cercles des parents? Parce que finalement, tu es au contact de beaucoup de gens. Ouais, je suis au contact de beaucoup de gens. Alors, je fais de la psychanalyse, voilà, à titre personnel. Je fais aussi beaucoup de sport. Je pense que le sport, ça aide à garder un bien-être mental. Le non-découragement, je pense que c'est quelque chose d'important. Comme je te disais tout à l'heure, là, dans cette aventure entrepreneuriale, en plus, moi, j'ai pas de business model. Donc, moi, ma motivation, ce qui me guide, c'est l'impact social. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de CA fixé à 1 million d'euros ou j'en sais rien. Moi, j'ai pas de limite. Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, tu disais, faut du plaisir tout à l'heure et de la progression. Et moi, j'ai un seuil de progression qui est, je vois pas de limite, si tu veux. Donc ça permet et le plaisir puisque c'est quelque chose qui me procure du plaisir d'avoir de l'impact social dans la société dans laquelle je vis, et la progression qui est très très haute me permet toujours de me dire ok, franchis une marche, je regarde pas beaucoup derrière moi, je regarde toujours devant moi, c'est vrai. Alors des fois c'est décourageant parce que des fois je me dis purée, comme je te dis, bah voilà, je me suis pris 10 vents, mais je me concentre sur la porte qui s'ouvre et la marge de progression qui s'offre à moi.
Et ça se travaille parce que c'est pas facile. C'est même difficile. C'est une course d'endurance. Voilà, c'est une course qui dure tout le temps, qui s'arrête jamais. Et je pense que pour réussir à continuer de courir, il faut, prendre soin de soi, physiquement, mentalement. Ça passe par le sport, ça passe par la psychanalyse, ça passe par des moments de plaisir en famille, ça passe par, il faut des zones de plaisir importantes pour pouvoir continuer d'être ultra motivé dans cette progression-là. Et pas se décourager, et pas se dire, je laisse tout tomber. Au fond, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais suer? Tu vois? Il peut y avoir au bout d'un moment ce côté, parce que je suis pas dans cette notion de valorisation d'argent. Il n'y a pas ce côté-là. Voilà. Et ça fait pas partie de mes valeurs. Je l'ai choisi, je l'ai pas choisi. En tout cas, j'ai pas pensé mes modèles d'action avec je gagne de l'argent, je gagne correctement ma vie, mais il n'y a pas cette idée de progression salariale, de cet objectif de levée de fonds. Donc il faut qu'il y ait d'autres motivations, évidemment. Et donc quand je me décourage aussi, je me dis, ok, regarde derrière toi, retourne-toi un petit peu parce que c'est nécessaire quand même. Regarde ce que t'as fait, c'est cool. Maintenant, il y a plein de gens derrière toi parce que l'idée d'avoir une communauté impact comme ça, c'est que tu donnes tes outils, tu donnes ton savoir, tu donnes tout pour partager. Mais les gens te rendent aussi beaucoup parce que du coup, tu vois, les 5 de parents, c'était 3 départements. Je portais ça avec 2-3 autres pairs. Maintenant, c'est 20-30 puéricultrices. C'est devenu une sorte de marque bienveillante pour aider les parents. Et donc, ça, c'est valorisant et c'est une récompense en soi. Et puis c'est important. Parce que c'est très important. C'est ce que je souhaite un petit peu à l'association que j'ai soutenue pendant le podcaston Femmes avant toutes, qui finalement a créé une antenne du côté de Concarneau, dans le Finistère. Il y a une deuxième antenne qui va se créer. Et du coup, s'il y a d'autres antennes qui se créent, je trouve que c'est chouette parce que finalement... Mais ouais, c'est génial. Mais oui. Mais tu vois, je pense que les modèles comme ça sont possibles. Enfin, on peut être dans un monde où on pense les choses comme ça. Ouais. J'ai pas de... Moi, ce qui me dérange aussi, j'aime pas la hiérarchie, j'aime pas le fait d'avoir du pouvoir sur les autres, ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, ça me fait même suer. Et dans ce travail-là, même si je drive les choses, parce qu'il faut un driver, il faut quelqu'un qui booste, qui soit en début de locomotive, tous les éléments ont leur importance. S'il manque un wagon au milieu, ça a son importance. Il y a pas un wagon qui est plus important que les autres. Tu vois? Et c'est ça aussi de voir les choses dont je te parlais plus à l'horizontale qu'à la verticale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un peu fait de la même manière, en fait. Plus le projet qui m'anime que, oui, c'est ça. Voir sur les autres, finalement. Et l'intérêt. Ouais, c'est ça. Puis, de toute façon, dans un groupe, chacun a, chacun a des compétences différentes. Voilà, des compétences différentes et l'objectif, c'est au contraire, c'est de les faire, émerger. Ouais, et puis moi, j'adore déjà, c'est utile parce que quand t'as quelqu'un, par exemple, moi, je sais pas, sur certaines choses, je suis pas ultra compétent. Je pense à une nana qui est ultra compétente, elle fait des affiches de com et tout ça, mais c'est génial, je suis hyper contente. Moi, c'est top parce que ça nous fait avancer et puis j'adore la valoriser. Je prends du plaisir, elle me donne beaucoup en m'aidant et donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à la valoriser en échange, tu vois. Voilà. Alors, en tout cas, on est tous sur le même bateau et souvent, du coup, c'est important je pense que dans le bateau, c'est qu'on aille tous dans la même direction, en fait. Exactement. Alors, après, on n'a pas tous les mêmes valeurs tout le temps. Et c'est pour ça que je te parlais, c'est pour ça que je te disais, alors, je suis complètement d'accord avec toi avec les évaluations. Mais c'est pour ça où il y a un moment donné où pour moi, dans certains domaines, la compète, elle peut être toxique. Parce qu'en fait, tu vois, dans une organisation, dans une entreprise, quand t'as des gens qui sont pas en compète avec eux-mêmes, mais qui sont en compète avec les autres et qui vont leur mettre des petites peaux de banane sur leur route parce qu'ils ont peur qu'on les dépasse, pour moi, là, la compète, elle devient pas saine. Tu vois? Et c'est en ça, l'ego et la compète associés avec des gens qui veulent avant tout réussir en se disant non, mais moi je peux réussir avec les autres, pas toute seule devant en écrasant les autres, tu vois. C'est ça en fait que je voulais dire. Ouais. J'aimerais qu'on aborde un peu la construction de la confiance en soi. Comment toi tu as développé ta confiance en toi en tant que quelque part en créant cette association, tu es devenu un peu leader de cette association. Et défense, comment on peut dire, dans la défense de la parentalité. Donc du coup, comment t'as réussi à faire émerger cette confiance en toi pour pouvoir porter tout ça? Alors, je pense que c'est important de le dire. J'ai créé, je pense, ce projet-là parce que au fond, j'avais un manque de confiance en moi.
Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que ma mère a été abandonnée quand elle était petite et du coup, elle a retrouvé sa propre mère quand elle était enceinte de moi. Et je suis née en 83, dans les années 83, donc ma mère, elle était en dépression. Et dans les années 83, on laissait les mères repartir en dépression chez elles. Il y avait aucun soin, aucun mot mis dessus. Tu vois, il y avait pas ce qu'on fait aujourd'hui avec l'association Maman Blues. Donc moi, je suis le bébé d'une maman bancale. Forcément, moi-même bancale à la base, avec ce système d'attachement qui n'était sûrement pas totalement sécure. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, comme je le disais tout à l'heure, justement, pour comprendre tout ça. La connaissance de soi, ça amène à des changements de comportement. Mais si tu veux, quand j'ai lancé les cercles de parents il y a 3 ans, j'avais pas conscience totalement de tout ça. Je l'ai découvert dans ce parcours entrepreneurial. Et en fait, je dirais que je cherchais à mettre des échafauds sur un truc pas très bancal, avec un projet qui me dépassait un peu, si tu veux, hein. Et j'ai pris conscience de ça. Maintenant, je l'ai dépassé. C'est-à-dire que maintenant, j'ai dépassé ça et en effet, par mes actions, mais aussi par le travail que j'ai réalisé sur moi, j'ai confiance en moi aujourd'hui. Donc en fait, je pense que tout engagement naît de quelque chose qui t'anime de manière hyper puissante. C'est-à-dire que tu t'engages pas dans une cause par hasard. Il y a toujours une raison. Sinon, t'as pas ce plaisir de progression et ce truc qui fait que ça t'anime au-delà de toi, quoi, qui te transcende un peu. Soit tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, soit tu veux te prouver quelque chose à toi-même, soit tu cherches à réparer des choses. Enfin, voilà. Et donc moi, dans mon parcours, cette action-là, elle m'a permis d'avancer sur mon chemin de vie. J'en suis ravie aujourd'hui. Maintenant, j'arrive à une autre étape, c'est-à-dire que j'ai pris conscience de tout ça. Mon projet là, il est porté par plein de puéricultrices de France. Il va continuer d'avancer, je l'espère. Mais ça, je dirais que ça m'a permis de prendre conscience plutôt que de prendre conscience de cette confiance en moi. Ça m'a permis de prendre conscience des failles qui m'empêchaient d'avoir plus confiance en moi. Bon, après, souvent, la confiance, elle s'acquiert par l'expérience et le fait de faire. Celui qui est Oui. pas bricoleur et qui commence à bricoler, bah, au fur et à mesure, et ben, il va prendre confiance. Je veux dire, il y a combien qui ont peur de faire un trou dans un mur Bah oui. bon, bah, c'est en faisant un et après on se dit, bah, tiens, j'ai réussi, donc bah, je peux le refaire, quoi. Non, mais t'as carrément raison. Après, moi, j'ai pris confiance en moi au niveau de la com. J'ai fait beaucoup de podcasts, j'ai fait des émissions de télé, donc, tu vois, bah, j'ai fait un master de com l'année dernière, mais c'était pas mon job, la communication. Pour autant, je suis devenue très assise là-dedans parce que j'en ai tellement fait. Au début, bah, c'était pas terrible, un peu mieux, et puis j'ai acquis aussi de grandes compétences en communication et dans le fait de convaincre. Parce qu'il faut convaincre pour déployer un projet dans plein de départements. Ça, c'est vrai que t'as totalement raison. Pour convaincre les autres et devenir un peu leader d'un projet, faut que tu démontres une certaine assise, quoi. Que les gens aient confiance en toi, et c'est vrai que ça, t'as totalement raison. Je l'ai déployé au fur et à mesure avec cette expérience, petit à petit, petit trou par petit trou. Et aujourd'hui, c'est une compétence, voilà, que je maîtrise. Alors, j'avais posé une question sur le droit à l'erreur dans le podcast. Donc, on parle d'erreur. Il y en a qui parlent d'échec, il y en a qui parlent d'erreur. Comment t'encourages les parents à accepter leurs erreurs et à apprendre de celles-ci? Alors, j'ai un podcast qui s'appelle Parents pas parfaits, justement, c'est marrant que tu parles de ça, mais la perfection n'existe pas, et je dirais même qu'elle est contre-productive. Si on a un modèle, et c'est souvent ce que j'explique aux parents, imaginez-vous si un enfant est face à un adulte qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre, qui est toujours lisse, qui fait toujours les choses parfaitement, ça lui renvoie comme message inconscient que lui-même doit être parfait. Il y a rien de pire pour un enfant. L'enfant, il a besoin de voir ses parents se tromper et possiblement reconnaître ses erreurs pour se dire que lui-même peut aussi se tromper à son tour. Et donc souvent, je leur explique ça aux parents et je leur dis, on est imparfait par nature, la perfection n'existe pas, on est des êtres d'émotion, on essaie de tendre vers, mais on peut pas, et ce serait pas sain, en fait, d'être parfait. C'est Winnicott qui parle de la mère suffisamment bonne, mother good enough, et je pense que c'est important de leur rappeler ça. Et c'est vrai que c'est une émotion qui est ultra présente chez les mères et chez les pères, cette notion parce que vu qu'ils ont conscience de l'importance de leur rôle dans le développement de leur enfant, si je me plante, merde, quelles répercussions ça va avoir sur le développement de mon enfant. En fait, c'est ça qu'ils se disent. Et donc, je sais pas, ils crient une fois, ou il se passe un accident, tu vois, et donc il va y avoir cette culpabilité envahissante du mauvais parent que j'ai été. Et donc moi, mon rôle, ça va être de leur expliquer ça, de leur expliquer, des fois de parler de moi aussi, même si je suis pro de santé, de leur dire, mais je me suis trompée, moi, plein de fois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le rôle du groupe aussi dans les cercles de parents va avoir son intérêt, parce que
les autres parents entre eux va dire bah oui, bah moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi j'ai fait ça. Et donc ça déculpabilise beaucoup. Mais c'est vraiment cette notion de on n'est pas parfait, on essaie de tendre vers. Et c'est important de dire qu'on se sent coupable aussi, d'aller libérer, de pas garder, tu vois, pour soi toutes ces émotions qui peuvent être parfois difficiles à porter. Ok. Alors, le regard des autres, c'est pareil, c'est une thématique que j'aime bien aborder. C'est bon, finalement, t'es un peu figure publique hein, par rapport à ce que tu portes. Et puis tu le portes même. Comment tu gères les opinions et les jugements des autres en tant que figure publique? Je le gère bien. Je le gère bien parce que je suis tellement convaincue de ce que je porte que j'ai pas trop de doutes, si tu veux. Alors après, si j'ai des remarques par rapport à la forme de vidéo ou de messages écrits ou tu vois, par rapport à la forme, je me remets en question très facilement. J'en sais rien, hein, ça peut être des choses, des axes d'amélioration. Je trouve ça hyper important qu'on fasse des retours sur des zones d'amélioration. Par rapport au fond, je suis très féministe, je m'en cache pas, hein, c'est de notoriété publique. Voilà, j'ai des gens de ma famille qui rigolent en m'appelant par des personnalités politiques très féministes, voilà. En fait, je m'en fous, très clairement, parce que mes intimes convictions, mes valeurs, les valeurs les plus importantes pour moi, je suis alignée avec elles. Tu vois? Donc j'ai pas de souci en fait avec l'image que je peux dégager, ce que je défends, parce que bah la com c'est un moyen de me rendre visible et c'est un moyen aussi de faire bouger les choses. T'as toujours des gens qui vont penser des choses. De toute façon, quoi que tu puisses faire, t'auras toujours des détracteurs entre guillemets ou des gens qui vont venir critiquer. Je les entends pas trop. J'avoue que j'ai pas de haters. Je suis pas assez connue pour avoir ça, donc je les ai pas à mes oreilles. Donc c'est beaucoup plus gérable que quelqu'un qui est vraiment très très connu et du coup qui va avoir des messages de haine sur les réseaux. Moi, j'ai pas de messages de haine. En plus, c'est des sujets où les messages de haine c'est complexe. Après, les fois où j'ai pu avoir des messages un peu ambigus en disant j'ai pu avoir des messages un peu de remise en question, je t'avoue que je me pose toujours la question de me dire OK, je me remets en question et tout. Mais dans le fond, j'ai pas trop de doutes par rapport à tous les combats que je mène quoi. Je suis bien dans mes baskets par rapport à ça. C'est vrai que la confiance en soi, la confiance en moi que j'ai acquise, elle est assez solide. Hein. On parle beaucoup de psychologie positive dans les temps actuels. Comment toi tu cultives un état d'esprit positif dans ton travail et dans ta vie personnelle? J'essaie, je dis toujours ça à mes enfants, essaie de mettre un peu de joie dans le cœur des autres et tu verras, il va t'en revenir aussi sur toi. La manière dont je pense, c'est plus je donne, plus je vais recevoir en retour. C'est ça la manière dont je pense. Donc je peux donner 20 fois, ne recevoir qu'une fois, ça me dérange pas. Et la psychologie positive, c'est aussi ça, c'est que je n'attends pas forcément des autres qui me rendent ce que je leur donne. Par contre, j'ai remarqué très très souvent quand je donne, je reçois d'une autre manière, mais je vais recevoir. Et c'est vrai que je me suis construite là-dessus, toute petite, en étant un bébé très souriant, parce que je te parlais de cette bancalité, voilà, nécessaire pour avoir l'affection dont un tout petit a besoin, cette joie de vivre. Et donc c'est ça. Moi, j'essaie en tout cas. Alors des fois. Mon conjoint dirait que c'est pas vrai, parce qu'on a toujours des facettes, des fois un peu voilà. Mais en tout cas, j'essaie de cultiver cette joie de vivre, c'est le fait de donner quand je peux donner, parce que ça me nourrit. En fait, donner, ça me nourrit moi-même. C'est pas total, il y a pas de vrai altruisme, je pense. L'altruisme, il est jamais totalement gratuit. Et donc voilà, je donne et en retour je reçois, et je pense que j'essaie de faire ça un maximum. Et j'essaie aussi quand j'agis mal, puisque ça m'arrive évidemment, de m'excuser. Et ça, c'est constructif parce que je montre aux autres que, bah voilà, je me remets en question et que je suis capable de reconnaître quand j'agis mal et je le fais beaucoup avec mes enfants. Et du coup, en retour, eux le font aussi, évidemment. En fait, tout ce que tu donnes en rôle modèle, tu le reçois après, toi. Hein. C'est sûr. On va aborder une question sur la gestion des émotions. Comment t'abordes tes propres émotions et celles des parents que tu accompagnes? Ben moi, j'essaie, même si je suis professionnelle de santé, quand j'anime des groupes de père aidants, j'ouvre ma porte. C'est-à-dire que je pense que pour être un bon soignant, il faut montrer un petit peu de soi. Un petit peu de soi. Ça veut pas dire ouvrir totalement la porte, mais ça veut dire montrer un peu qui tu es. Et donc,
au niveau de la gestion, quand je leur parle de la gestion de leurs émotions, quand je leur explique pourquoi est-ce que c'est difficile de gérer les émotions d'un enfant et que je leur explique que le cerveau d'un enfant, il n'est pas fait comme le nôtre, et qui sont dans des périodes hyper compliquées où, tu vois, ils ont des enfants de 2 ans qui vont se rouler par terre parce qu'ils ont une frustration et que on sait bien que dans la réalité des choses, des fois, c'est très dur de faire face à ses propres émotions et d'être dans la communication bienveillante et positive. Je leur parle de moi. Et je leur dis, moi, combien parfois j'ai eu du mal à gérer mes propres émotions. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si je me place en modèle distributeur de savoir avec oui, je sais que c'est pas facile, mais il faut faire de telle et telle manière, je vais les mettre en échec. Je vais les mettre en échec parce que eux, leur quotidien, c'est plus le même que le mien, et parce que on sait bien qu'entre la théorie et la pratique, il y a un gap énorme. Et donc moi, j'essaie de donner un peu de mon expérience aussi de mère qui a des enfants un peu plus grands, qui ont 5 et 6 ans. Parce que moi aussi, j'ai eu des difficultés, comme tous les parents. Et donc, de cette manière-là, je les amène à réfléchir sur c'est pas simple, c'est complexe. Parfois, on va se tromper, on va chuter. Ok. Et donc, ça rejoint aussi la culpabilité dont tu parlais tout à l'heure, de pas réussir à toujours bien gérer ses émotions. Et moi, dans ces séances-là, par rapport à mes émotions, pour être totalement disponible, parce que c'est quelque chose où tu dois vraiment être à l'écoute des autres. Je me mets vraiment, je sais pas comment dire ça, mais vraiment je coupe un peu ma vie. J'oublie tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment et je me mets dans cette bulle avec eux. Je rentre pendant 2 heures totalement dans cette bulle, dans cette immersion de bulle avec eux. J'ai une petite dernière, puis après on conclura cette interview. Elle est attrait à la motivation et à la détermination. Qu'est-ce qui te pousse à continuer ce travail au sein des cercles des parents malgré les défis? Je sais que c'est quand même quelque chose qui est lourd malgré tout à porter. Je veux dire, c'est d'où tu sors cette détermination, cette motivation dans cet engagement? Je me dis quand je serai vieille, quand je serai une vieille dame, j'ai envie de pouvoir me dire que j'ai changé, que j'ai eu un impact sur le monde dans lequel je vis, dans le sens positif du terme si possible. Et c'est ça ma détermination. C'est qu'en fait, on est face à plein d'injustices, plein de choses qui nous paraissent pas justes. Alors, on parlait des femmes et des enfants, c'est vrai que c'est mes sujets, hein. C'est mes sujets parce que c'est comme ça, voilà, hein. Non, je suis ultra contre la violence faite aux hommes, bien évidemment. Mais mes sujets à moi, c'est les violences faites aux femmes, c'est les violences faites aux enfants parce que c'est des choses intimes. Je suis une femme déjà, donc moi-même j'ai vécu des tas de choses injustes et en devenant mère, mais bien avant. C'est pour ça que tu vois, je te parlais du podcaston avec cet asso génial. Et donc ça me porte forcément parce que j'ai une fille, parce que j'ai un fils, parce que j'ai envie qu'ils grandissent dans un monde un petit peu plus juste à différents niveaux, que j'ai envie que mon fils se soit un père investi dès le début et que peut-être ma fille, elle porte moins ce poids très lourd sur ses épaules, parce que j'ai envie que les petits enfants ils soient protégés et qu'ils subissent plus de violence et que mon amie au-delà fit ça se reproduise jamais ce qu'elle a vécu, tu vois, d'avoir son bébé secoué à l'âge de 2 mois et qu'il soit décédé. Parce que j'ai plus envie que ces choses-là arrivent, parce que j'ai plus envie que les femmes soient violentées, maltraitées, violées. Pour toutes ces raisons-là, ces actions-là au démarrage de la vie, elles me semblent primordiales, tu vois. Sensibiliser les professionnels de santé, sensibiliser les parents. Et donc, à ma petite échelle, ma détermination, elle vient de ce truc de me dire, je suis un petit colibri, je fais ma part. Ok, mais écoute, Elodie, je te remercie pour cette belle interview. Merci à toi infiniment. 1 heure. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qu'ils peuvent retrouver un maximum d'informations sur t'as un site internet où ils peuvent retrouver beaucoup de choses dessus. Et je vous rappelle aussi également si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller mettre des étoiles, des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube maintenant aussi. Et merci beaucoup pour votre soutien au quotidien pour le podcast. Et encore un grand merci à toi, Elodie, de m'avoir accordé ce temps et cette belle interview sur un sujet important. Merci infiniment à toi pour tes super questions qui ont fait émerger des choses, tu vois, que j'avais jamais encore dites dans aucun podcast, donc je suis ravie. Bon, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant.
J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.